Je te remercie. Nous allons immédiatement commencer la discussion. Donc, je donne la parole au professeur Hamadouche de l'Université de Tizi Ouzou. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais d'abord remercier la candidate pour son exposé que j'ai trouvé très concis et très clair, fait avec une aisance déconcertante, ce qui reflète sa longue expérience dans l'enseignement et la pédagogie. Je relève également dans son dossier un document qui est rédigé de façon très soigneuse et bien structurée. Cela également reflète sa rigueur dans la rédaction. Son parcours, elle nous a présenté un parcours pédagogique très très dense et très riche, avec des enseignements dans les différents paliers de la graduation, avec plusieurs encadrements également. Son parcours en recherche n'est pas en reste. Il est également très riche et très dense. Il est d'un apport considérable pour la recherche en théorie des files d'attente et également en théorie des jeux. Cela dit, j'ai quelques remarques et questions sur votre travail. Mais je vais commencer d'abord par cette petite remarque concernant votre travail pédagogique. Vous avez fait un très bon polycopié sur le module d'analyse 3, sur les suites, séries numériques ou bien fonctions. Mais j'ai vu que vous avez quand même fait des modules de recherche opérationnelle, comme la programmation linéaire. Vous avez également fait des modules sur les processus aléatoires et ainsi de suite. Et je me suis juste dit, est-ce que c'est pas plus intéressant de faire un polycopié sur les files d'attente, les processus, au lieu que ce soit quelque chose de classique, ou analyse TAWA, qu'on peut laisser d'ailleurs aux gens qui présentent leur dossier d'habilitation en analyse, tiens. Bon, le choix du module, Si je peux répondre? Je peux répondre. Oui, bien sûr. Le choix du module, vraiment, c'est un module que j'ai beaucoup adoré. L'enseignant qui me l'a enseigné en graduation, c'était un très bon enseignant qu'on a tous adoré. Deuxièmement, c'est pour répondre aux besoins des étudiants. Donc, avec le temps, j'ai remarqué que les étudiants n'aiment pas l'analyse et puis ils savent pas à quoi sert ce module d'analyse 3. Alors pour moi, je voulais leur apporter un plus par rapport à ce qu'on retrouve surtout dans les documents. Lorsque je l'ai enseigné, j'ai toujours fait un effort de leur expliquer l'utilité du module dans les modules qui suivront dans leur cursus et dans le module même de spécialité pour marquer marquer cet appui-là, cette utilité du module. Maintenant, pourquoi encore je l'ai choisi? C'est par demande aussi de mes étudiants. À chaque fois, ils me demandent mon cours. Alors, j'ai pensé à faire un polycopié sur ce module, mais ceci, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'autres cours. J'ai également pensé à faire d'autres supports de cours. D'abord, un support du cours complétant ce cours-là, parce que comme je l'ai dit au début, j'avais prévu 5 chapitres. 5 chapitres, mais par contrainte de nombre de pages, j'ai dû donc enlever le chapitre série entière et le chapitre série de Fourier. Alors que j'aurais aimé laisser ces deux-là. Pourquoi? Parce que il y a une équipe de recherche dirigée par M. Esseni, dont je suis l'initiatrice, a appliqué les développements en série dans l'approximation des files d'attente. Ça aurait pu être bénéfique pour l'étudiant. Par la suite, il y a une autre équipe récemment développeur au sein de notre unité de recherche, c'est celle de M. Abbès. Et encore, parallèlement, il y a une autre équipe qui travaille sur le développement en série de Fourier. C'est l'équipe de M. Adjabi pour l'estimation des fonctions de densité dont on ne connaît pas l'expression. Donc, ça aurait été utile, mais malheureusement, il y a la contrainte de... D'accord, merci.
Donc ça sera peut-être pour un prochain projet, tiens. On peut dire que... Prochainement, oui. D'accord. Je vais passer à vos travaux de recherche. Et je vais commencer par la première thématique, autrement dit l'étude et l'analyse des systèmes d'attente. Et vous avez essentiellement donc regardé les modèles bien particuliers avec vacances. Oui. Essentiellement, que ce soit en magistère ou en doctorat. Et vous avez, bien sûr, pour les analyser ou bien pour avoir des résultats plus fins, vous avez opté pour une méthode d'approximation qui est la méthode donc, de la stabilité forte. La première, oui. Premièrement, dans la réalité, c'était une question que je posais souvent. Il m'a fait la remarque, monsieur le professeur Aïssani, que dans la réalité, on regarde le système et on se dit directement est-ce que je peux l'appliquer ou non. C'est-à-dire si on a une petite perturbation dans un paramètre donné. Oui. Donc, dans vos systèmes, quand j'ai un système de file d'attente avec vacances, et vous voulez que la perturbation soit justement la vacance. Mais si vous dites qu'elle est négligeable, donc ma foi, comme il a fait la remarque, monsieur Mohamed Boualem la dernière fois, la modélisation de ce système, je ne sais pas, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Si elle est négligeable, je me dis directement, alors je le modélise par le système classique MG1 sans vacances, et puis c'est tout. Donc je ne sais pas pourquoi évaluer les performances de ce système avec vacances. Or que j'ai dans la tête que je vais la négliger, je vais approximer et tout ça avec un système classique. Est-ce que déjà dans la réalité, est-ce qu'on peut appliquer souvent cette méthode du moment il y a toujours la contrainte que la perturbation, elle doit être petite. Ça, c'est en ce qui concerne la perturbation. Oui. Mais aussi, il faut voir le paramètre à perturber. Exact. Lequel? Peut-être... il vaut mieux laisser la vacance et puis essayer de regarder à la loi générale ou bien je ne sais pas. Ouais. Je comprends votre souci, sauf que pour la première remarque, quand vous dites que si je veux choisir un paramètre, réellement c'est pas un vœu, on ne perturbe pas ce qu'on veut perturber. Dans la théorie de perturbation, un paramètre peut être choisi de manière différente. On regarde le paramètre qui peut être perturbé d'une manière naturelle. Prenons par exemple le système de stock. La demande peut être perturbée d'une manière naturelle. Par exemple, on a l'habitude d'avoir une cinquantaine de clients. Du jour au jour, il y a une coupure de route par exemple. Donc, le nombre de clients qu'on a l'habitude de recenser ne sera pas le même. On peut aussi avoir un paramètre qui peut être perturbé d'une autre manière. C'est lié par rapport aux données statistiques. C'est-à-dire comment on a pu recenser toutes les données pour dégager par exemple pour dire que le processus d'arrivée suit un processus de poisson. Peut-être qu'on a commis une erreur lors de la récolte des données. Peut-être que le paramètre lambda, qui est le taux d'arrivée, ne vaut pas exactement, disons par exemple 10. Donc, le paramètre à perturber, ce n'est pas un choix, c'est pas un choix comme ça individuel, mais ça repose sur un fondement théorique. Donc, ça peut être justifié. Maintenant, pourquoi parler d'approximation alors qu'on a fait tout le boulot pour modéliser par un système avec vacances ou encore avec un autre système avec rappel, etc. C'est pour justement pouvoir exploiter les résultats qu'on a pu obtenir analytiquement. Parce que quand on regarde par exemple les mesures de performance pour les systèmes avec vacances, surtout ceux que j'ai présentés, ils ont trois difficultés. Premièrement, il est à source finie,
Deuxièmement, il y a le service qui est général. Les vacances sont générales aussi. Donc, pour pouvoir, et dans les performances que j'ai données analytiquement, on voit qu'il y a des formules de récurrence, par exemple dans la détermination de la distribution stationnaire. Et donc, pour pouvoir l'exploiter, réellement, c'est difficile. Donc, on a pensé à voir quand est-ce d'abord. C'est pas forcément, on va pas forcément approximer. On doit d'abord voir est-ce qu'on peut approximer ou pas. Donc, on va d'abord dégager les conditions sous lesquelles l'approximation est validée. Une fois que c'est validé, donc je pourrais donc, au lieu d'exploiter des formules pour beaucoup plus complexes, autant exploiter des formules d'un modèle qui est beaucoup plus simple, dont on a les résultats. D'accord. Donc, cela dit, cela suppose que en observant votre système, vous saurez est-ce que la méthode va s'appliquer ou non. Pas en observant. Il faut faire toute une étude derrière. Il y a des calculs. On vérifie. Pardon. Il y a des conditions d'applicabilité de la méthode, par exemple, de stabilité forte. Et toutes les autres méthodes d'ailleurs. Chaque méthode a ses conditions. Je ne parle pas des techniques, mais je parle des conditions subjectives. Tiens. C'est-à-dire, si j'ai mon système et que je vois que la vacance, elle est constante et elle ne peut pas être négligée. Donc, je ne pourrais pas appliquer la méthode. Pour du moins, la perturbation, si je prends la perturbation, c'est la vacance qui va tendre vers zéro. C'est-à-dire, si on risque de s'éloigner du modèle, beaucoup, pourquoi on ne peut pas donc l'approcher? Par contre, si en le perturbant, cette perturbation engendrera une petite perturbation dans les caractéristiques, donc on peut dire que l'approximation est possible. D'accord. Bon, Et la stabilité forte, justement, part de ce principe-là. C'est que lorsque je perturbe un certain paramètre, il faut que cette grandeur ou bien cette mesure de perturbation dans le paramètre puisse engendrer presque la même perturbation dans les caractéristiques. D'accord. Donc ça, normalement, c'est pour dire qu'il est stable. Mais perturber quelque chose, déjà, dès le départ, je peux voir que je n'ai rien à perturber. Que la vacance, je ne peux pas la faire tendre vers zéro. Que ma loi générale, par exemple, elle ne peut pas être approximée par une loi exponentielle ou ma capacité n ne peut pas tendre vers l'infini. J'ai mon système qui est réel. Donc, là, est-ce que je peux dire, je dois faire la modélisation et ne pas faire l'approximation? Parce que l'approximation nécessite la petite perturbation. Mais hélas, je vois que le cas réel ne s'y prête pas. Bon, oui, la modélisation, de toutes les manières, elle est primordiale. La modélisation, c'est-à-dire qu'il faut dégager le modèle le plus fidèle à la situation réelle. Maintenant, quand on parle des mesures de performance et qu'on voit qu'il y a des difficultés dans leur calcul, on a pensé à l'approximation. D'accord. Ensuite, vous avez essayé quand même de faire des extensions, toujours en restant sur cette thématique, ou essentiellement sur ce système de système d'attente avec vacances, donc avec vacances uniques, vacances multiples, et ainsi de suite. Ensuite, vous passez à la fiabilité, donc vous dites que là, cette fois, ce sera des systèmes réparables, et donc la vacance, ça peut être une panne ou préventive. Ouais. Mais il me semble que dans votre travail, vous ne vous êtes intéressé que à l'aspect préventif. Non, il y a deux types de maintenance en fait, parce que le service, le premier service, quand j'ai noté MG11, le G c'est le service qui correspond aux maintenances correctives. D'accord, mais pour ce qui est de la vacance. Oui, la vacance, donc c'est pour simuler les périodes de maintenance préventive, mais avant que la panne ne se produise. Bien. C'est ça. Mais il n'y a pas que cette éventualité. Le système peut tomber en panne. Oui, avant même de mener cette étape de prévention. Oui, lorsqu'il y a une machine qui ne tombe pas, donc elle est orientée vers le service primaire, le premier service,
qui est la tâche primale du serveur. Une fois qu'il a terminé avec les machines qui sont en panne, donc au lieu d'attendre là, ne rien faire, attendre jusqu'à ce qu'il y ait panne, donc il est orienté pour une tâche secondaire qui consiste à faire des maintenances préventives. D'accord. Est-ce que vous avez lu un peu les travaux de Hissène Ammar? Oui. Là où il regardait les deux cas, les maintenances correctives et les maintenances préventives. C'est-à-dire que quand le système tombe en panne, donc il est en panne, donc je ne fais pas dans la prévention, je le répare. Là aussi c'est une vacance. Non, là, ce que je dis, c'est que ici, à votre niveau, vous dites que le système il fonctionne bien, et puis tiens, je vais décider de le regarder pour prévenir. Non, je pense qu'il y a une nuance, parce que mais moi il là. peut tomber en panne sans... En fait, je pense qu'il y a une nuance, parce que quand je considère un système, le système est composé de plusieurs composants. Ce sont les composants qui risquent de tomber en panne, ce sont ceux-là auxquels je dois faire effectuer des maintenances préventives. C'est pas tout le système. Je ne vais pas attendre la panne de tout le système, et donc de toutes les machines. Non. D'accord. Qu'en est-il des vacances correctives? Au lieu de parler de vacances correctives, donc les vacances modélisent les maintenances préventives. Maintenant, pour ce qui est de la correction, de la réparation, c'est la tâche primale destinée au serveur. Donc, je l'ai noté uniquement, c'est service. Non, mais c'est pas un service, ça. Mais il est en service, et ensuite, quand il tombe en panne, c'est pas le serveur qui tombe en panne. Service. Vous ne pouvez pas mélanger la durée de service d'un client que vous dites qui suit une loi générale, oui, d'une certaine moyenne, et tout en disant que cette loi générale modélise aussi la réparation quand il tombe en panne. Non, en fait, pour les vacances, pour les maintenances préventives, il y a une loi de probabilité aussi, c'est celle qu'on a notée par V. Mais le service destiné aux corrections, à la réparation, lorsque la machine est en panne, elle est destinée à une réparation. Mais c'est une Donc, vacance. avec une certaine loi de probabilité, oui. Cette durée de réparation... C'est une période d'inactivité du serveur. Il n'est plus actif dans le sens qu'il est... Au contraire, c'est sa tâche principale. C'est sa tâche primale. C'est lorsqu'il n'y a aucune machine en panne, il n'y a aucune machine à réparer, que le serveur prend une vacance pour effectuer le préventif. Donc, moi j'ai compris que vous avez un système qui sert des clients, et ensuite vous décidez de prendre un moment pour faire de la prévention du serveur. C'est pas un moment de service, ça c'est une autre... on peut le faire, oui, mais ça, ce qu'on a considéré, c'est pas ça. Nous, c'est lorsque tous les clients sont servis, toutes les machines ont été réparées, celles qui étaient tombées en panne ont été réparées, il n'y a plus rien à réparer, donc le serveur prend une période. C'est la période d'oisiveté. Au lieu d'attendre à ne rien faire, attendre jusqu'à ce que la panne arrive, il fait du préventif. C'est pour prévenir justement contre les pannes. D'accord, ok. Donc, l'extension, elle peut se faire dans divers sans souci. Hein. Parce qu'il y a plusieurs schémas de vacances. Vous avez regardé les clients impatients, vous pourrez regarder les clients persistants aussi. Oui. Il y a ce volet aussi. Je vais passer à votre deuxième thématique. Là, je me suis juste dit que c'est bien aussi d'étendre tout ça vers les réseaux de files d'attente. Oui. Donc vous êtes parti. Ça c'était. Vous êtes parti pour faire de la théorie des jeux, etc. Ça fait partie d'une des perspectives que j'avais envisagé de. Étendre tout ça dans le cadre des réseaux de files d'attente, c'est aussi très intéressant. Maintenant, je vais passer à la deuxième thématique. Donc, puisque vous avez dit que parce que généralement dans les approches classiques, on suppose que les paramètres extérieurs sont exogènes au système, qu'on se dit, tiens, on va regarder alors le comportement des clients du serveur. C'est l'une des raisons, c'est pas la seule.
Oui. Très bien. Mais dans l'approche classique, on se fixe un but, on se fixe un objectif. Déjà, je vais étudier un système ou bien un réseau de fil d'attente. Pourquoi faire? Un chef d'entreprise qui fait dans le service, donc qui fait dans la prestation, Pour gestion. il veut prendre un connaisseur, un spécialiste, pour étudier le fonctionnement de son entreprise. Pourquoi faire? Pourquoi il fait ça? Pour mieux gérer son système. Non, vous avez essentiellement noté que c'est pour la récompense ce coup, c'est pour avoir des gains et puis essayer de voir quand est-ce que ça va pas nous coûter cher et quand est-ce qu'on va gagner. Mais même dans les approches classiques, mais c'est ce qu'on regarde, le premier objectif. Oui, mais le chef d'entreprise, il veut accroître son rendement. Donc il y a le gain, il y a la récompense. Même que pour ce qui est du chef, ou bien du client, ou bien du serveur, il veut minimiser les pertes. Par exemple, à la fin, le spécialiste, quand il lui dit, bon voilà, il me semble dans ta boîte, il faut agrandir la capacité, donc c'est un médecin, il doit agrandir sa salle d'attente, il va augmenter le nombre de serveurs, c'est une clinique, il va avoir plusieurs cabinets, et ainsi de suite. Mais c'est toujours ce que je voulais dire, tel que vous avez introduit la deuxième méthode, la deuxième thématique, c'est un peu biaisé. C'est pas parce que je vais regarder les gains et je vais regarder comment réduire les coûts, je vais m'intéresser à appliquer les méthodes de la théorie des jeux. Non, c'est un créneau très intéressant. C'est un autre volet, peut-être qui a de très grands avantages, oui. et qui peut avoir également ses inconvénients. Mais c'est pas parce que ailleurs on ne regarde pas le gain, le coût et ainsi de suite. Et surtout, vous dites que les clients sont exogènes au système. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à leur arrivée, ils ne décident pas. Dans les modèles, dans l'analyse classique des files d'attente. Je peux répondre à votre début ou bien je réponds à celle-là? Je réponds à votre remarque au début. Par rapport, comment j'ai introduit la thématique? En fait, je l'ai introduite de manière différente parce que j'ai dit qu'il y a deux paramètres qui interviennent et qui viennent renforcer le choix de cette thématique qui est l'analyse comportementale. D'abord, quand on regarde l'analyse classique, quand je parle d'analyse classique, je ne parle pas des systèmes classiques, c'est-à-dire là où on ne considère pas le choix du client. C'est ce que je sous-entends par l'analyse classique des systèmes de file d'attente. Alors, quand on regarde ces systèmes-là, généralement, on prend le lambda égal à lambda E, c'est-à-dire le taux d'entrée, c'est le taux d'arrivée. Sauf le seul cas où il y a différence, c'est lorsque la capacité du système est limitée. Donc, oui. Mais c'est là que je ne suis pas d'accord. Dans les approches classiques, même dans les systèmes classiques, oui. Pourquoi on prend le taux de naissance, c'est le taux des arrivées, et c'est constant. On ne parle pas du taux de naissance, on parle du taux d'entrée. Oui. C'est-à-dire parmi tous les clients qui arrivent, on n'a pas forcément tout le monde qui rentre. Mais même dans l'approche classique, oui. Même si on prend le BA des systèmes, le MM1. Le MM1, oui. Qu'est-ce qu'il veut dire le premier M? C'est les entrées sont macroviennes. Pas les entrées, oui, les entrées, mais là on confond entre une entrée et une arrivée. On considère que chaque client qui arrive est forcément a eu accès au système. Bien, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire les arrivées macroviennes? C'est-à-dire que les durées d'intérêt entre deux arrivées consécutives, la durée qui sépare, oui, c'est-à-dire elle suit un processus de Poisson. Donc, par rapport aux arrivées, je parle. Voilà. Mais je parle par rapport à... Je voulais en venir. Mais quand on parle d'entrée, excusez-moi, quand je parle d'entrée, c'est pas que je vais changer le processus d'arrivée, il est toujours poissonien. Mais le taux n'est pas égal au taux d'arrivée. Mais vous dites mais vous me dites que les arrivées, d'accord, on ne va pas parler d'entrée, c'est les arrivées. Les arrivées sont macroviennes, vous dites parce que ça ne veut, on les prend
poissonnière. Mais markovien, c'est pas poissonnière. Je suis désolé. Il y a une relation entre la loi de probabilité qui gouverne les interarrivées avec celle qui gouverne le nombre, le poste de comptage qui gouverne donc qui définit le nombre des arrivées. Non. Markovien, premièrement, un processus de Poisson, certes, c'est un processus de Markov. Mais, oui. Mais je peux vous citer des processus, par exemple, si on a un flux déjà et qui peut être modélisé par un processus de naissance et de mort, lui-même déjà, c'est un processus de Markov, qui n'est pas nécessairement un processus de Poisson. Donc les entrées markoviennes ne sont pas nécessairement poissonnières. Oui, par rapport au markovien, bien sûr, il faut qu'il vérifie la propriété de Markov. Je voulais dire que dans la littérature des systèmes d'attente, vous trouverez le cas markovien qui est généralement pris pour des raisons techniques, pour faciliter les calculs. On prend un processus de Poisson, mais un processus de Poisson est un processus de Markov, mais un processus de Markov n'est pas nécessairement poissonien. 1. 2. Même si je reste dans le cadre poissonien maintenant, je me dis d'accord, les arrivées sont poissonnières. Donc je vais être d'accord avec vous. Oui. Mais même poissonien, ça ne veut pas dire qu'il est poissonien homogène. Ça ne veut pas dire que le taux est constant. En fait, notre problème, c'est pas par rapport à Markov ou pas, parce qu'il y a des modèles non markoviens qui ont été étudiés avec l'analyse comportementale. C'est pas le processus lui-même qui pose problème, c'est le taux d'entrée par rapport au taux d'arrivée. Mais le taux d'entrée, le taux d'arrivée ou bien le taux d'entrée, vous l'avez réduit à processus de Poisson homogène. Pour les modèles que j'ai proposés, pour les modèles qu'on a étudiés. Mais même dans votre raisonnement maintenant, dès qu'il y a le M, c'est processus de Poisson homogène. J'ai mon lambda. Hop, donc j'ai le taux. J'ai à l'intérieur mon processus NT, qui est processus de naissance et de mort de taux lambda et mu. Mais je peux l'avoir lambda n et mu n. Il va dépendre de l'état du système. Oui, donc même dans l'approche classique, l'approche classique elle-même, les clients ne sont pas exogènes. Généralement, le client, il se présente, il voit qu'il y a une très longue queue, il sort. C'est pas par rapport à il ne rentre même pas. Il y a des systèmes d'attente avec un processus poissonien non homogène. Non, quand on dit qu'ils sont hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a des taux d'arrivée mais différents. C'est pas cet aspect-là qu'on a aussi. Ce n'est pas de cet aspect qu'on voulait parler. C'est différent aussi. Parce que quand on dit qu'il y a une catégorie de clients qui arrivent à un certain taux lambda 1, une autre catégorie qui arrive avec un certain taux lambda 2, ces deux catégories peuvent accéder, peuvent ne pas accéder aussi. Donc, il faut que, dans ce cas, ça sera une autre thématique. On peut considérer donc l'analyse comportementale pour des clients hétérogènes où l'on discutera toujours le taux d'entrée des clients, qui n'est pas forcément égal au taux d'arrivée, même s'ils sont différents. L'important, c'est que pour moi, introduire cette façon de faire, avec la façon que le client, parce que le client ne peut pas décider de rentrer ou non, là je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a des études classiques, des systèmes classiques, là où les gens prennent cet aspect. Lambda n, il décroît. S'il voit qu'il y a beaucoup de monde, le taux est petit. S'il voit peu, c'est un lambda n qui décroît et un mu n qui croît. Par exemple, un taux de sortie qui va croître. J'ai dit que c'est l'une des raisons. Puis, pour étudier l'interaction entre les différents agents, on a introduit la théorie des jeux. Sinon, la théorie des jeux, ce n'est pas pour étudier le comportement. Il y a eu des études qui ont été faites sur le comportement des clients sans autant introduire la théorie des jeux. Bien. Là, c'est que je trouve que c'est une très bonne méthode, parce que du moins on voit comment qu'elles sont mélangées, les différentes notions qu'on utilise en théorie des files d'attente et en théorie des jeux, mais la base, son introduction, pour dire, parce que le client ne peut pas choisir, je ne suis pas d'accord, et dire aussi qu'on ne s'intéresse pas au coût et au gain, je ne suis pas d'accord, parce que même dans les études de façon classique, on s'intéresse toujours à gagner quelque chose. Le coût et la récompense, c'est juste pour... dans tout ce qu'on fait d'ailleurs.
Et il y a aussi, donc, quand je parle de Markovien, il ne faut pas le réduire à un processus de poisson homogène avec un paramètre lambda. Je peux rester Markovien sans parler de poissonien. Même si je reste dans poissonien, je peux ne pas parler d'homogénéité de lambda. Oui, donc, je suis d'accord, mais c'est pas dans ce sens qu'on les a orientés nos travaux, c'est pas dans ce sens. Quand je dis lambda 1, lambda 2, oui, cela veut dire que quand il n'y a qu'une seule personne à l'intérieur, le bonhomme, ou bien les clients, ils rentrent avec ce taux lambda 1. Parce qu'il y a un client à l'intérieur, lambda 2, etc. C'est-à-dire, ils prennent en compte ça. Donc, le client décide dans ce cas. Donc, on lui donne. On lui donne par exemple, ce pouvoir de décision. Non, excusez-moi, si on a donc plusieurs, justement, clients qui arrivent avec différents taux d'arrivée, je parle bien sûr du taux d'arrivée, s'ils sont dans la même file, alors quand vous me dites c'est par rapport aux N qui sont c'est-à-dire le lambda N, c'est par rapport aux N clients qui sont présents dans le système à leur arrivée, c'est pas ça. Ils ne sont pas encore rentrés, ils se présentent, ils voient qu'il y a beaucoup de monde, ils sortent. On fait ça de façon classique. Oui, c'est des lambda et mu, c'est tout. C'est ce qu'on veut étudier justement avec l'analyse comportementale. C'est ce qui n'a pas été pris en considération dans l'analyse classique. Il a été, voilà, c'est là que je ne suis pas d'accord. Il est pris en considération dans l'analyse classique, ce qui est important, ce qui n'a pas été pris en considération aussi, c'est le type d'information. Est-ce que vous avez fait les processus de naissance et de mort déjà dans c'est quoi? Eh ben, donc, vous avez des entrées avec un lambda 1 et vous avez des entrées avec n. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est un processus. Si c'est Markovien, donc il sera un processus Markovien de taux lambda 1 mu 1. On sait comment qu'on calcule la loi stationnaire. P1, c'est les ρ par 1 moins ρ à la puissance n, dans le cas où c'est homogène. Sinon, on remplace tout ça par un produit des lambda i sur les mu i, c'est tout. Donc ça se fait dans les approches classiques. Non, même juste pour une petite remarque, même dans les cas hétérogènes, il y a eu des travaux qui ont été faits en distinguant entre le taux d'entrée et les différents taux d'arrivée, même s'il y a des lambda n et des mu n de service. Il y a lieu de distinguer toujours entre le taux d'entrée, le nombre de clients qui rentrent parmi ceux qui sont arrivés dans le système. Et ça dépend bien sûr mathématiquement, on dit par rapport à la récompense coût. La récompense donc par rapport au service acquis et le coût par rapport au temps d'attente passé dans le système. Bien, d'accord. Donc, je vais passer parce que j'avais préparé quelques questions, mais là, je vais essayer de les réduire un tout petit peu. Je vais rester alors dans cette thématique qui m'intéresse. C'était juste une petite remarque sur le fait que dire on laisse le classique pour faire ça parce que là je m'intéresse pas à gagner quelque chose, là je ne suis pas d'accord. Mais néanmoins, c'est très intéressant parce que c'était pour ça que je suis en train de m'investir là-dedans. Dans ce que vous avez fait avec le professeur Radjef. Maintenant, ici, vous avez ensuite commencé à distinguer donc deux cas dans cette méthode, le cas observable et le cas non observable. Premièrement, j'ai juste une petite remarque. Donc, j'ai trouvé, vous avez commencé par observable, et puis à un certain moment, vous parlez de complètement observable et de complètement non observable. Oui. Je ne comprends pas ce vocabulaire. Parce que, en fait, je l'ai dit dans la diapo, j'ai dit qu'on parle de deux situations qui est l'observable ou non observable. Dans le système classique, c'est-à-dire le serveur il n'a ni vacances, ni panne, etc. C'est un serveur tout le temps actif. Et dans ce cas, l'observable et non observable, c'est par rapport au nombre de clients qui sont présents dans le système à l'arrivée d'un client, du énième client, enfin d'un client quelconque à un instant T. D'accord. Mais totalement observable ou bien totalement non observable, c'est lorsque j'aurai un couple, lorsque je rajoute l'état du serveur, qui n'est pas forcément peut-être actif, ou bien qui a d'autres tâches secondaires, mais en plus de son service primaire. Alors, si je prends le cas observable, vous dites, je prends un exemple, c'est que les gens, ils vont rentrer
que si le nombre de clients est inférieur à un certain n epsilon, c'est ça? Un certain n, oui. Un certain rond. N, oui. C'est à ce seuil. Comment peut-on lier ce rond n epsilon avec le taux des arrivées? Parce que c'est celui-là qu'on cherche. Hein? C'est ce n-là qu'on cherche. Et comment peut-on lier? C'est avec la fonction d'utilité qu'on a développée dans le travail. Donc il a fallu retrouver d'abord le régime transitoire, le régime stationnaire, qui nous permettent de retrouver donc le nombre moyen de clients dans le système avec leur temps moyen de séjour. À partir de là, ce sont ces deux caractéristiques-là principalement qui vont intervenir dans l'utilité du client. Et en résolvant cette utilité du client, donc on dégage le seuil, le N, le NE qu'on a mentionné, NE à l'équilibre. D'accord. Donc c'est avec cette façon que vous essayez. Ça, c'est dans le cas observateur, parce qu'il observe le nombre de clients. Dans le cas observateur, comme il n'a aucune information sur le nombre de clients, donc il va prendre tous les cas possibles. Il va imaginer qu'il y a peut-être 0, un client, jusqu'à l'infini. Avec toutes les probabilités de réalisation de chaque événement. Ce que je voulais dire, c'est que si vous ne savez pas déjà comment lier, ou bien comment avoir un a priori sur ce n epsilon, comment vous pourrez parler du caractère macrovien des entrées, par exemple? Ou bien comment, si, à mon sens, hein, donc maintenant que c'est une question c'est par curiosité, quoi. Donc je voulais vraiment savoir, est-ce que le n epsilon n'est pas directement lié, avant que je fasse toute cette analyse via la théorie des jeux, hein, il est directement lié au taux des arrivées des clients. Je me dis que si c'est décroissant par rapport à l'état du système à l'intérieur, donc le rang n epsilon, donc si vous dites n epsilon, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas des clients d'abord, or que quelque part, si on suit notre intuition, il doit dépendre des clients. Oui, d'ailleurs, si vous voyez en détail le papier là, le long d'AE qu'on a déterminé, on a dû chercher sa monotonie par rapport à ce n. On a dû étudier la monotonie par rapport au nombre, le long d'AE par rapport à n, qui dépend du n, du nombre de clients dans le système. Donc vous faites le contraire, donc vous essayez de regarder comment il dépend le nombre d'A n en fonction de votre seuil n. Non, c'est que on a déterminé une fonction d'utilité qui dépend de certains paramètres, qui est comme je l'ai dit, les différentes performances comme le nombre moyen de clients dans le système, le temps moyen de séjour de chaque client dans le système et le taux d'entrée. Donc, avec la récompense coût, c'est-à-dire un coût qu'on a supposé le même pour tous les clients puisqu'ils sont homogènes, un coût qui correspond donc à un coût par unité de temps pour chaque temps donc passé dans le système, une récompense qui correspond donc à un service acquis. Donc, une fois qu'on a dégagé cette fonction d'utilité, bien sûr le client s'intéresse à quoi? À avoir un gain positif. C'est-à-dire, normalement, lorsqu'il accède au système, il ne doit pas perdre. Il doit gagner quelque chose. Donc, mais il ne sait pas quel est le 1, s'il trouve 10, ou bien s'il trouve 15, je ne sais pas ce que le 10 lui permet d'entrer, de s'entendre à gagner quelque chose, ou bien il faut que ça soit inférieur à 10, pour qu'il puisse accéder. D'accord, on va aller doucement, et puis je n'ai pas envie de prendre beaucoup de temps à mes collègues. C'est que là, déjà, vous partez vers les gains et les coûts, etc. C'était une question que j'avais voulu poser après, puisque vous avez anticipé. Si j'ai un client qui veut partir vers une banque pour qu'il retire son argent, quel gain qu'il a dans la tête? Quel autre gain qu'il est? C'est le service acquis. Pour nous, le service, lorsqu'il est acquis, on imagine que c'est un gain, s'il y a une récompense derrière. Au dehors de réduire son temps de séjour dans la banque. Non, certes, quand tes clients arrivent à une banque, justement, surtout avec le nouveau système, donc il y a un ticket qu'il retire, il regarde
son tour. Donc il regarde son numéro. Il va dire donc avec le taux de service qu'il observe, il regarde le serveur avec quelle moyenne de service il sert ses clients. Il va se dire donc donc il compte, je suis 24e, donc avec mon temps de service, je vais rester en moyenne tel temps. Il va dire non, je préfère quitter, peut-être qu'il a autre chose à faire en parallèle. Donc peut-être aussi il va se dire durant ce temps, je pourrais faire et l'autre travail et revenir reprendre mon service. Donc, gagner, c'est quelque part... C'est le service acquis. Qui ne pas perdre son temps aussi, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on a associé un coût d'attente. C'est-à-dire, sa fonction d'utilité, c'est pas uniquement en fonction du service. Parce que pour acquérir ce service-là, il doit donner de son temps. Et à ce temps-là d'attente, on associe un coût. Bien. Donc il doit faire un compromis pour qu'il y ait un gain. D'accord. Donc pour ce cas observable, j'ai juste une toute petite dernière question. Si j'ai mes lambda 1, donc je vais rester dans le macrovien, bien plus je vais rester dans le poissonien, mais non homogène. Je choisis lambda 1, c'est 1 sur 1 plus 1 fois lambda. Je sais que quand 1 tend vers l'infini, 1 sur 1 plus 1 fois lambda va tendre vers lambda, c'est-à-dire poissonnier non homogène va tendre vers le poissonnier homogène. Donc là, c'est quand vraiment il y a une très longue file. Cela dit, dans ce cas, donc, à chaque étape du système correspond un certain taux d'entrée. Donc, quand tes clients arrivent, comment trouver ce n epsilon dans ce cas? Ce seuil ny. On doit le retrouver en résolvant une certaine équation. Donc, dans les cas de non-homogénéité des taux d'arrivée, on doit aussi retrouver la fonction d'utilité de chaque client pour chaque type de client. Pour tous les lambda i. Nous, dans notre cas, on a supposé qu'ils sont homogènes. Ils sont pareils, donc ils ont la même récompense, le même coût pour l'attente, et donc la même fonction d'utilité, à laquelle correspond donc le même seuil qu'on est en train de chercher. Parce que c'est le même lambda. Oui. Mais si c'est pas le même lambda, donc j'ai plusieurs n epsilon là-bas dans ce cas. J'ai une suite de n epsilon. J'ai dit dans votre cas, vous réduisez le macrovien à poissonien homogène de taux lambda. Donc là, bien sûr, vous avez une seule fonction d'utilité, vous avez un seul n epsilon. Je me répète encore, les lambda 1, c'est par rapport à l'arrivée. Donc si je m'intéresse à l'analyse comportementale, même avec le cas hétérogène, je peux définir le même seuil à partir duquel le client décidera d'entrer. Ça c'est le bon sens. C'est-à-dire la fonction d'utilité, au lieu que ça soit en fonction d'un lambda, ça sera en fonction de lambda n. Et donc il y aura un lambda n à l'intérieur. Donc il y a n. Oui. Et voilà, donc ça va perturber. Ça va être beaucoup plus compliqué, je sais. Oui, la fonction d'utilité va être beaucoup plus compliquée. Mais sinon la démarche c'est la même. D'accord. Je vais ajouter une petite question pour le deuxième cas, le cas non observé. Oui, hein? D'accord. Vous attendiez, puisque vous avez deux cas. Oui, mais là, si comme ça, vous allez dire qu'il n'est pas venu pour rien. Alors, dans le cas non observable, au lieu de parler de n epsilon, vous prenez le p epsilon. C'est un E, hein? C'est un à l'équilibre qu'on a noté. Vous parlez d'une probabilité P epsilon, c'est-à-dire quand le client arrive, la porte est fermée, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc il ne voit pas l'état du système, donc il ne peut pas décider, il y a du monde, je ne vais pas rentrer, ou il n'y a pas de monde. Donc vous dites là, dans ce cas, c'est du Bernoulli. Il rentre ou non, c'est un oui ou non. J'ai une probabilité P epsilon et une probabilité 1 moins 1 P epsilon. Mais hélas, juste après, vous réduisez aucun markovien. Mais je ne sais pas comment avoir ce caractère markovien dès lors que j'ai une Bernoulli qui n'a pas de mémoire. Donc je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette loi de Bernoulli qui intervient dans les entrées, qui n'a pas de mémoire, donc qui n'est pas markovien,
Et puis vous dites, bon tiens, pour les taux d'entrée, on prend ça et on prend le cas markovien. Comment s'assurer des arrivées markoviennes dans le cas non observable? C'est un MM1 toujours. C'est-à-dire la propriété Markov, on l'a déjà bien avant. Le processus toujours markovien bien avant. Mais c'est une fois que le client qui arrive n'a pas l'information sur le système que je lui associe cette probabilité. Mais sinon, les arrivées, les clients arrivent, donc suivant un certain processus de Markov. Ce n'est pas l'inverse. Mais s'il suit ce processus, c'est terminé, il va rentrer ou non? Il y a une probabilité déjà. Si vous dites c'est markovien, c'est poissonien, c'est la loi de Poisson. Soit il rentre ou non. Donc c'est P de NT égale quelque chose. Mais je suis à la recherche de la probabilité qui lui compte. Donc il a déjà une loi. Donc vous n'allez pas dire, ah tiens, il arrive et il décide, je rentre ou non. Mais là, si le markovien est pris déjà au préalable, cette loi de Bernoulli, ce oui ou non, pour moi, je ne l'ai pas compris. La première loi, ce n'était pas une loi d'entrée. Je n'ai pas compris. Excusez-moi, M. Hamadouche. Je comprends votre souci, c'est que la première loi, ce n'est pas une loi d'entrée, c'est une loi d'arrivée. C'est qu'il faut distinguer entre les arrivées et les entrées. Maintenant, une fois qu'il est arrivé et qu'il n'a pas pris connaissance de l'état du système, ça, bien sûr, il va choisir, il va décider d'entrer, sachant qu'il peut y avoir 0 ou 1 jusqu'à l'infini clients dans le système. Donc, on est à la recherche de ce PE-là qui lui procure un gain de sorte à ce que, qui lui dicte que, en choisissant avec cette probabilité, il est sûr qu'il ne va pas perdre en accédant au système. Là, il y a un petit arnaque entre se rentrer et se arriver. C'est n'importe qui va vous dire, mais pour nous, c'est une arrivée. Vous voulez dire que il peut rentrer, mais il ne peut pas arriver. Parce que, soi-disant... Non, c'est pas ça. Il peut arriver, mais il ne peut pas rentrer. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est que le modèle de Markov, on l'a. Donc, on a une file d'attente MM1. C'est à son arrivée qu'il décide d'entrer ou pas. C'est pas l'inverse. C'est pas qu'une fois qu'il est entré qu'il décide d'arriver. C'est plutôt l'inverse. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Oui. Parce que vous dites qu'il vient, il décide de rentrer ou non. Oui. Est-ce qu'une fois qu'il a pris sa décision, certes avec une certaine probabilité, avec une certaine mesure de chance qu'il rentre, oui. Ok, il est rentré. Oui. Est-ce que même après tout ça, même après avoir évalué la probabilité qu'il rentre ou non, il va se poser encore la question, est-ce que je vais me mettre dans la queue ou non? Oui, il est à la recherche de ce PE justement pour qu'il puisse se mettre dans la queue ou pas. C'est pas une fois qu'il est dans la queue. C'est pas une fois qu'il est dans la queue, c'est une fois qu'il est arrivé. C'est-à-dire pour nous, il faut qu'on distingue entre l'arrivée et l'entrée au système. Je suis par exemple, j'arrive à la banque. Oui. Je décide, vous rentrez dans la banque. Il vaut mieux dire ça. Pour dire entrer, arriver. Vous entrez dans la banque. Mais c'est cette nuance justement, il faut distinguer entre l'arrivée et l'entrée. Vous arrivez dans la banque, d'accord. Vous arrivez dans la banque. Allez. Je sais pas, donc par exemple avant, et on n'a pas une connaissance sur le nombre de clients qui sont devant nous. Mais si vous prenez votre jeton, vous allez voir ça, c'est-à-dire... Ça, c'est dans le cas observable. Donc, on peut citer cet exemple dans le cas observable. Si j'ai le jeton. Donc, on est dans le cas observable. Donc, vous ne rentrez pas. Donc, ça, c'est dans le cas observable. Donc, c'est pas avec une probabilité. Je chercherai le NE. Et donc, vous n'êtes pas rentré. Donc, vous ne voyez pas combien de gens il y a à l'intérieur. C'est le cas non observable. Quand vous me donnez l'exemple du jeton, donc c'est dans le cas observable. C'est dans le cas observable. Si je vois mon tour, si je vois mon numéro, donc je suis dans le cas observable. Et là, je ne cherche pas le PE, je cherche le NE. D'accord. Bien, sinon je vais passer juste à une dernière remarque. Vos résultats numériques, vous les avez faits essentiellement pour avoir donc les mesures de performance ou bien d'autres caractéristiques qui sont bien définies. Avec cette méthode. On avait comparé entre le nombre de clients qui arrivent et le nombre de clients qui accèdent. D'accord.
dans les deux politiques, dans le cas observable et le cas non observable. Donc, ça c'est pour les caractéristiques qui sont liées au client. Oui. Supposons qu'il y a quelqu'un derrière le guichet qui a d'autres soucis. Il veut évaluer d'autres performances qui sont liées à ce serveur. C'est pas au client. Est-ce que vous avez essayé de regarder les autres caractéristiques liées au serveur? Par exemple, comment réduire les périodes d'activité du serveur, le nombre de clients qui seront servis par période d'activité. Donc ma première question, c'est par rapport aux caractéristiques établies, même avec cette méthode de la théorie des jeux. Regarder d'autres caractéristiques. Donc, est-ce que c'est intéressant ou non, quoi? Est-ce qu'on peut le faire aussi avec ça, au lieu de se concentrer juste sur ça? Oui. Et aussi, est-ce que ces résultats-là, même ce que vous avez calculé, est-ce que vous les avez comparés avec ceux obtenus avec une autre méthode, pour dire, tiens, là, maintenant, là, si vous me faites ça, je préfère cette comparaison des résultats à la fin avec d'autres méthodes que de dire dès le départ, avec les méthodes classiques, je ne cherche pas à gagner quelque chose, mais ici on cherche. Vous voyez, est-ce que vous avez essayé de comparer vos mesures de performance, c'est toutes ces performances, avec la même chose qu'on obtient avec l'analyse classique. Voilà. Oui, là j'ai compris. Franchement, on n'a pas comparé, mais dans les cas des autres modèles, cette comparaison a eu lieu. Donc, il y a eu des chercheurs qui ont comparé, par exemple, citant Hassin, il a comparé les résultats retrouvés par Naour dans le cas observable avec l'analyse classique. Il y a d'autres auteurs qui l'ont fait, cette étude comparative. Sauf que nous, on l'a pas fait. C'est vrai qu'on l'a pas encore faite. Mais pour répondre à votre première question, pour l'activité du serveur, même si on l'a pas fait, mais dès qu'on a le nombre d'AE, on peut après évaluer, par exemple, le nombre de clients servis, etc. Donc, c'est cette caractéristique qui est plus importante et qui nous permet d'évaluer les autres performances, même pour le serveur. Et sinon, est-ce que vous envisagez, ou bien vous l'avez peut-être fait pour un mémoire de fin d'études, de master, est-ce que vous avez pris un problème concret, réel, et essayé d'appliquer cette méthode? Un problème concret réel, non. Par contre, dans l'ère de la comparabilité, on avait prévu, dans le cas de serveurs non fiables, on avait prévu justement de comparer nos résultats aux résultats établis par professeur Amar Hassani. Bien, donc sur ce, je tiens d'abord à vous dire que il ressemble à un petit acharnement de ma part, c'est essentiellement... Non, au contraire, c'était un plaisir. C'est une méthode qui m'a intéressé, et je voulais essentiellement comprendre et regarder un peu les choses de façon un peu plus fine. Ça a été bénéfique d'ailleurs, même pour moi. Et je vous félicite pour tout ce que vous avez accompli, parce que c'est un travail très remarquable et très exemplaire. Et je vous félicite pour tout. Mais je vous remercie. Je vous rends la parole, Monsieur le Président.